Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. L'introduction des langues maternelles dans l'éducation formelle au Bénin est un sujet qui préoccupe les acteurs de l'éducation. Où en est-on avec le processus d'intégration? La réponse à suivre. À suivre également le témoignage d'une opératrice de prise de son à la retraite. Dans le cadre des 70 ans de Radio Bénin, Marie-Thérèse Azon a servi à la radio nationale en qualité d'ingénieur du son. Le crédit bancaire constitue une source de financement parmi tant d'autres. Une frange importante de la population y a recours. Les prêts bancaires, quelle importance pour le développement? On en parle dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Bénin, malgré le statut de langue officielle de travail réservé à la langue française depuis les indépendances, les langues maternelles sont toujours présentes. À telle enseigne que les pouvoirs publics ont été plusieurs fois interpellés sur la nécessité d'insérer une langue maternelle au moins dans l'éducation formelle. De la réalisation du consensus autour du choix à la mise en œuvre du processus, quelles sont les avancées? Odette Dossou et Arnaud Adaja ont cherché à comprendre. Enfants, je vous en supplie, apprenons à parler notre langue maternelle. C'est ce que dit cet élève de la classe de Terminal C du CEG Les Cocotiers en langue locale sahoué. Cette déclaration est assez illustrative de la situation des langues locales dans le système formel. Visiblement, les langues locales souffrent d'un manque de considération à un moment où les apprenants en expriment le besoin. La manière dont le professeur explique nos cours en français, là, plusieurs apprenants comme moi n'arrivent pas à bien cerner. Mais si on explique ça en fond, on peut mieux garder ça parce que c'est notre langue. Quand je suis à l'école, je préfère qu'on m'explique les choses en dindi parce que je ne comprends pas trop les choses en français et en anglais. Moi, j'aime l'anglais, mais je veux qu'on me fasse l'anglais en fond. Je veux qu'on m'explique les leçons, ou soit l'anglais en français et le français en fond. La nécessité du jumelage du français avec les langues locales, c'est ce qu'on peut retenir des propos de ces écoliers et élèves. Dans un contexte où la communauté internationale plaide pour une éducation multilingue comme étant une nécessité de transformer l'éducation, il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt à comprendre plusieurs langues. Quand les enfants nous reviennent, il y a toute cette difficulté-là de faire passer une leçon correcte. C'est le colon qui nous a enseigné que notre langue, notre première langue, c'est le français. Mais dans la réalité, comprendre une langue nationale est un atout. Je prends un Béninois qui a simplement été éduqué en français. Il ne parle que français dès le bas âge. Il commence l'école. Si on lui donne des exercices, il est bloqué. Dans quelle langue il va monnayer pour pouvoir sortir de la difficulté qu'il a? D'où la nécessité pour les États comme le Bénin d'accorder une place de choix à une ou deux langues locales les plus parlées dans l'enseignement formel à côté du français. Au Rwanda, le Kenya-Rwanda est une langue nationale. Au Brésil, le Yoruba est depuis quelque temps la troisième langue officielle du pays. Si cela était possible, il serait bien pour le Bénin de s'inspirer des cas rwandais et brésiliens. Et celle que nous allons écouter à présent est une retraitée de l'ORTB. Elle a travaillé pendant 30 ans au service de la radiodiffusion nationale. Elle était affectueusement appelée MT par ses collègues. En tant que preneur et ingénieur de son, on la voyait durant sa carrière porter tout le temps le nagra à l'épaule comme les hommes et diriger certains de ses collègues de section. BB24 s'est rapproché d'elle au village des 70 ans de Radio Bénin à la place du souvenir de Cotonou. Elle donne ici quelques conseils à la jeune génération. Je suis venue dans le cadre des 70 ans
pour voir à peu près le matériel que j'avais utilisé, comment est-ce qu'on est en train de l'exposer. Cet appareil, c'est un enregistreur de bande magnétique. Et c'est là où tout le travail se faisait. Après les reportages, on amène les bandes sur cette machine-là et on fait le montage, où on fait la diffusion de l'élément. C'était les périphériques de la console. Moi, je suis passé par l'analogie avant de retrouver le numérique. En notre temps, quand on était venu, nous, on a utilisé ce matériel-là pour le travail, pour la diffusion, pour les enregistrements. Au fur et à mesure que les choses évoluent, les pièces de rechange avaient commencé à se faire rares sur le marché parce que les fabricants n'avaient plus le cœur sur ces appareils-là. Ils trouvaient que c'était très gros, ça demandait beaucoup d'espace et qu'il fallait réduire. D'abord, le matériel est lourd. Il faudra, quand vous avez un travail à faire, vous êtes obligé de transporter ce matériel-là, comme les hommes. Parfois, vous transportez plus que les hommes. Quand vous êtes responsable, vous voyez les autres en train de ne pas vouloir prendre le travail. Vous vous mettez à la tâche et vous faites le travail comme si vous étiez des hommes. Donc ça, là, du matériel, j'en ai pris. Le Nagra faisait à peu près 4-5 kilos et on le portait sur les épaules. Les haut-parleurs, il y en a de 10 kilos. On les a traînés. Et ça, c'est quand vous avez le goût pour le travail, vous oubliez qu'il y a un poids devant vous. Puisque d'apprenti, j'ai fini par être patron aussi. Et j'ai pu comprendre un certain nombre de choses du matériel qui s'utilisait. Donc c'est comme ça. Jeune fille, patience d'abord. Puisque c'est dans la patience. Les gens, quand vous avez un niveau un peu plus élevé et que vous venez voir des gens qui sont patrons, ils ne vous acceptent pas. C'est dans la patience que vous allez réussir. Et même si on vous fait des crocs en jambes, il faudra toujours avoir la tête sur les épaules et savoir qu'un jour, vous aussi, vous réussirez ce travail. C'est comme ça. Il faut que les gens aient de la vocation. Quand on a la vocation, tout marche bien. Mais quand on vient parce qu'on doit passer par là, ça ne marche pas. On échoue toujours. Ce 10 mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des pyjamas en soutien aux enfants malades. C'est une initiative en signe de solidarité aux jeunes malades qui ne sont pas en mesure d'aller à l'école, qui suivent les cours par ordinateur et pour lesquels le pyjama est devenu la tenue la plus utilisée. L'initiative se limite pour le moment en Belgique. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises. Une pratique courante qui aide à la croissance de l'entreprise. Et du fait de la forte demande, les banques et autres entités telles que les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en fonction de la demande. Mais vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? La réponse à travers ce reportage de Alessandra Giotton. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Faut dire, bon, si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une
pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et dans ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouira. Du 9 mars au 11 mars se tient un atelier d'évaluation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les structures de microfinance, organisé par l'Agence nationale de systèmes financiers décentralisés du ministère de l'économie. Le dit atelier vise à évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau des SFD. Il intervient à un moment où plusieurs pays de la sous-région se retrouvent sur la liste grise du groupe d'action financière, l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Selon les résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD, le commerce de détail au Bénin est dominé par 80% des femmes et 39,2% des jeunes. Leur revenu mensuel moyen est de 119 449 francs CFA. Le commerce de détail étant la vente des marchandises dans l'état où elles sont achetées ou après transformation mineure, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Cette activité de commerce de détail recouvre la livraison et l'installation chez le client. Et puis, la production de carton ondulé et le traitement du soja bio seront bientôt possibles à la zone industrielle de Gloti-Bézès, GDIZ. C'est une annonce du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. L'usine de production va offrir une gamme de produits, à savoir des caisses à rabat, des caisses télescopiques, des enveloppes et plateaux et des caisses collées prêtes à l'emploi sous plusieurs formats et couleurs. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.